Bienvenue à tous sur la chaîne The Gut Cleanser, la chaîne YouTube que beaucoup d'entre nous vous avez demandé. Ici, vous allez retrouver des interviews spécifiques avec des experts dans leur domaine d'expertise, mais aussi des témoignages et des parcours et retours d'expérience. Donc abonnez-vous dès maintenant et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok et YouTube. À très très bientôt. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai une première question à vous poser. Depuis quand date votre dernier nettoyage intestinal? Je m'appelle Agère et je suis la fondatrice de The Gut Cleanser. Aujourd'hui, on va vous proposer un contenu long, une vidéo qui sera incroyable puisque je vais avoir l'opportunité et l'honneur d'avoir un invité de renom avec moi, le professeur Humber. Cher professeur, on va commencer. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour Agère, écoutez, merci de me recevoir aujourd'hui ici. Je me présente Philippe Humbert, je suis professeur de médecine et j'ai pu faire au cours de mes études plusieurs spécialités médicales, dont la dermatologie. Je suis professeur de dermatologie. Également la médecine interne, spécialiste de médecine interne, qui est une discipline très importante en médecine, puisque c'est une vision très globale de tous les champs de la médecine et de toutes les disciplines, et également à l'ergologie, oncologie, etc. J'ai eu la chance de diriger un service au CHU de Besançon, service qui a été, aux belles heures de sa gloire, le plus grand service de dermatologie en France en termes de nombre de lits, de médecins et de spécialités qui y étaient exercées. J'ai également créé 2 laboratoires, un laboratoire de biologie cutanée qui travaille sur les cellules de peau, sur les fibroblastes, et qui a fait des découvertes très intéressantes dans le domaine du vieillissement en particulier. Pourquoi ces cellules de peau vieillissent comme cela. Et puis un deuxième laboratoire, un centre d'expertise sur les propriétés de la peau en tant qu'organe de communication, d'interface pour la beauté, pour la cosmétologie. Et j'ai présidé ainsi la société savante de Bioengineering and the Skin, qui est la société internationale qui s'occupe de tous ces problèmes d'élasticité, de couleur, de relief de la peau. Et puis, depuis 5 ans maintenant, j'ai eu le grand plaisir de m'installer en libéral après avoir quitté l'hôpital et de faire de la médecine interne mon activité principale avec la dermatologie. Et donc, j'ai été confronté à des situations que je ne connaissais pas auparavant. Et mes connaissances de la médecine m'ont fait beaucoup avancer dans ce domaine. Et j'ai pu acquérir des connaissances pour moi-même, mais également pour les autres, puisque ces connaissances n'étaient pas encore à la portée de tout le monde. Et je vais essayer aujourd'hui de vous en faire part au travers d'un sujet qui me passionne. Vous le savez, les parasites. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a un sujet en commun, en tout cas, tous les deux, nous allons, j'allais dire, démocratiser les connaissances autour de ce sujet-là. Donc, la parasitologie et comment les parasites génèrent des problématiques de santé. Pour me présenter également un petit peu, donc moi je suis la fondatrice de The Gut Cleanser et aujourd'hui nous avons formulé, créé une cure qui nettoie l'intestin et qui possède des propriétés antiparasitaires. Sur ce sujet-là, on avait déjà eu un premier live sur Instagram et nous avions eu l'occasion d'aborder quelques sujets. Là, on va vraiment rentrer en profondeur. La première chose, peut-être, comme question, puisque souvent, en fait, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, c'est comment est-ce qu'on pourrait définir un parasite? Alors, parasite, on a cela à toutes les époques, dans le monde animal, dans le monde des micro-organismes et dans le monde sociétal. Dans la cour de Louis XIV, à la cour de Louis XIV, les parasites étaient ces personnes qui venaient manger au château et qui essayaient de C'est vrai. s'infiltrer. Donc c'est déjà une définition de quelque chose qui n'est pas à sa place, qui vient là s'introduire sans forcément que le propriétaire, l'hôte, en soit au courant. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont des micro-organismes, donc des petits êtres vivants qui vont de la taille d'une cellule à la taille d'un organisme pluricellulaire et qui vient occuper notre organisme dans différents endroits, d'ailleurs nous le verrons, avec des portes d'entrée tout à fait différentes et qui vient vivre à nos dépens. Exactement. Et il y a même des gens un peu malicieux qui ont dit que la finalité de l'être humain
c'était en fait de servir de nourriture pour les parasites et que l'être le plus important était le parasite. Bien entendu, c'est une plaisanterie, Oui. mais néanmoins, c'est important à considérer. Complètement. Et puis ça démontre aussi bien, on va dire, la cohabitation. Une des premières questions, moi, qui reviennent beaucoup sur notamment les retours Instagram, c'est les typologies de parasites, puisqu'on a du mal à se les imaginer. Aujourd'hui, on a des parasites qui sont monocellulaires, du coup, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on appelle les protozoaires, et les autres qui sont visibles à l'œil nu, en termes de répartition, ça nous fait du 70% pour les invisibles à l'œil nu et 30% pour ceux qui sont visibles. Mais c'est aujourd'hui aussi un petit sujet tabou, puisque c'est quand même tabou de dire dans la société « j'ai des parasites », alors que nous en avons tous. En termes de fréquence, moi j'ai un chiffre de l'OMS qui est plus de 2 milliards, mais vous me disiez qu'aujourd'hui, de votre côté, c'était bien plus. Oui, vous me disiez 2 milliards sur 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui fait à peu près un quart. Eh bien, le professeur Lapierre, un grand parasitologue, disait il faut que les médecins se mettent dans la tête que 80% des êtres humains, des patients qu'ils vont traiter, sont colonisés par des parasites. Alors, la typologie est importante puisque c'est des êtres qui vont, comme vous l'avez dit, d'un petit protozoaire, c'est-à-dire d'un être unicellulaire, à des êtres pluricellulaires, mais qui peuvent avoir 4 paires de pattes. C'est les poux, Oui. c'est les morpions, c'est la gale, c'est le démodex, le parasite de la peau du visage, par exemple, jusqu'à des parasites internes à l'intérieur de notre intestin. Ce sont les vers, en quelque sorte, qu'on appelle les helminthes, parmi lesquels on a des vers ronds et des vers plats. Et puis, il y a aussi des larves qui vivent avec nous, qui vivent en nous et qui peuvent donner des maladies très graves. Je pense par exemple à une maladie qui s'appelle la toxocarose. Donc on a vraiment toutes sortes. C'est pour ça que entre un insecte, le poux, c'est un insecte, et un ver, il n'y a pas beaucoup de points communs, sauf que tous les deux envahissent notre organisme, vivent à nos dépens, ce sont des parasites. Exactement. Et je vais commencer par une question, probablement celle qui revient le plus sur les retours des abonnés. Et je vais vous la faire comme on me l'a fait. Professeur, j'ai fait un test d'analyse, notamment de coproculture, puisque j'ai analysé mes selles. C'est revenu négatif, donc ouf, je n'ai pas besoin de me déparasiter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors ça, c'est un sujet de biologie qui me tient à cœur. Ce n'est pas parce que je vais un dimanche matin avec mon sac en bandoulière au bord du lac, ma canne à pêche, et que je reviens bredouille, je ne vais pas dire à mon épouse, tu sais, dans le lac, il n'y a pas de poissons. Non, il y a des poissons, mais je n'ai pas pu en attraper. Pourquoi je sais qu'il y a des poissons ? Parce que je suis quand même un pêcheur, je vois que les petits moustiques par là-bas vont souvent suivre les bancs de poissons, je vois des petites bulles à la surface, je vois des herbes, etc., qui bougent. Je sais qu'il y a des poissons, mais je n'en ai pas ramené. On peut être porteur de parasites, on les sent, ceci, cela, on en parlera tout à l'heure, des démangeaisons, etc., mais on ne les trouve pas. Et si on fait des analyses de sel, on ne les trouve en général pas. Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez un être vivant qui va se complaire dans des matières fécales ? Non, les parasites n'ont pas à vivre dans les matières fécales. Donc on ne les trouve pas en général dans les matières fécales. Alors on peut trouver de l'ADN éventuellement si on fait des techniques un petit peu lourdes de PCR, on peut trouver cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le parasite vit à nos dépens dans l'intestin, la muqueuse, et qu'il est collé sur la muqueuse. Donc si on devait faire un bon test, c'est pas une parasitologie des selles qu'il faudrait faire, c'est aller remonter assez haut dans l'intestin grêle pour aller gratter la surface et ramener des parasites. Mais on a tellement d'autres moyens de savoir qu'on a des parasites que faire un examen des selles ne sert à rien. D'ailleurs, ne sert à rien, si sert toujours quelque part, si on veut avoir le nom du parasite et qu'on a la chance de le trouver. Mais des auteurs allemands ont étudié cela et se sont aperçus que quand vous êtes porteur de parasites, il y a 80% de chances qu'on ne les trouve pas dans l'analyse des selles. Oui. Effectivement, donc c'est un très bon sujet. Ça permet aussi d'enlever ce truc-là c'est le test qui dit tout ou c'est le test qui fait foi. Et j'aime beaucoup votre métaphore du lac qui est très très vraie. Et du coup, pour revenir à la question, conjointe, alors comment est-ce qu'on peut savoir en fait si on en a et sur quelle typologie de symptômes aujourd'hui on devrait plutôt se fier hormis les tests ? Alors, prenons, les ectoparasites. Oui.
avec les endoparasites. Les ectoparasites, les parasites qu'on a sur le corps, sur la peau. On les a vus, c'est la gale, les poux, les morpions. Il y a aussi un petit parasite protozoaire qui s'appelle le trichomonas sur les organes génitaux. Bref, ces parasites sur le cuir chevelu, par exemple, comment va-t-on les trouver? Eh bien, parfois, il n'y a rien. On ne voit rien. Et d'ailleurs, je raconte une histoire qui est extrêmement prenante parce que j'étais jeune médecin et on me demande d'aller voir une famille dont les 2 enfants se grattaient dans le cuir chevelu. Famille qui avait eu l'occasion de voir des docteurs, des grands docteurs, et ces docteurs n'ont pas su ce qu'avaient ces petites filles, ça durait depuis quelques jours. Et donc, il fallait que j'aille voir ces enfants. Et j'examine les 2 enfants, je ne trouve rien dans le cuir chevelu. Absolument rien, je ne vois pas de lente, je ne vois pas de poux, c'était l'idée qui venait. Alors on aurait pu dire c'est des champignons, Oui. mais pour quelle raison? Et en fait, je me suis lancé et j'ai dit à la maman, madame, vos filles ont des poux. Mhm. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un adage. Tout prurite du cuir chevelu chez un enfant qui dure depuis quelques jours et où on ne voit rien, c'est forcément des poux. Donc j'ai cru, je crois beaucoup aux adages. Et j'ai dit cela. Et la maman est effarée. Comment, docteur, est-ce possible que mes petites filles, qui sont de bonnes familles, aient des poux? Ah oui. J'étais gêné parce qu'il fallait me justifier. Et à ce moment-là, la maman appelle sa propre maman, donc la mamie, la grand-mère, qui était dans la salle de bain, et lui dit « Mamie, viens voir, le professeur, il croit que les filles ont des poux. » Et la mamie arrive, elle dit bah, « Écoute, on va voir ça. » Elle prend ses petites filles sur ses genoux, et elle commence à les pouiller, comme on disait chez nous, ma grand-mère. Et elle écarte les cheveux, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une lente. Une deuxième lente, une troisième lente que je n'avais pas vue. L'œil d'une grand-mère est beaucoup plus acerbé que le mien. Et donc, elle a vu les poux, les œufs, en tout cas les lentes. Elle a même vu un pou. Elle a dit oui, je confirme, elles ont bien des poux. J'ai été sauvé par la grand-mère, imaginez si ça n'avait pas été le cas. Exactement. Et donc, on a traité ces petites filles avec le traitement pour les poux. Elles ont guéri. Mais et le premier point quand même, c'est que vous avez remarqué la partie démangeaison et prurite. Démangeaison et prurite, Voilà, c'est le point commun. On va revenir. Et je crois que vous vouliez beaucoup parler, lors de votre question, des symptômes des parasites internes. Alors exactement, en fait ce que je souhaitais c'était donner la palette de symptômes qui sont reliés à la présence parasitaire. Moi aujourd'hui on a catégorié à peu près 7 typologies et puis derrière on va creuser tous les deux plus en détail. Le premier qui concerne la partie fatigue chronique et manque d'énergie, avec des fois par exemple j'allais dire de l'épilepsie, enfin des choses j'allais dire plus ponctuelles. Une deuxième catégorie sur la partie peau, cheveux, ongles que vous connaissez très bien et dont vous nous avez cité l'exemple. Le troisième sur la partie santé mentale, le brouillard mental, le manque de concentration, le confort digestif et tous les problèmes autour et certaines fois qui peuvent commencer dès la bouche. Le sommeil, le poids et la santé hormonale. Aujourd'hui, en fait, j'aime bien donner cette espèce de portfolio de symptômes pour que les personnes s'y comprennent que c'est pas un seul signal, ce n'est pas que une démangeaison anale qui va exprimer une présence de parasites, mais c'est tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce qu'on met en corrélation. Alors, j'aimerais bien que vous repreniez les chacune de ces exactement. catégories et que je puisse vous dire quelques mots à ce sujet. Exactement. On va commencer par le lien, et puis c'est votre sujet de prédilection, sur le lien entre la présence parasitaire et la peau, les démangeaisons, les prurites, les maladies notamment de l'eczéma, et que vous nous partagez aujourd'hui sur les cas patients que vous avez croisés dans votre parcours, des choses où vous avez dû creuser pour en fait vous rendre compte que c'était juste ça, ou aussi simplement que ça. Oui. Alors effectivement, le maître symptôme, c'est la démangeaison. Il y a d'autres maladies que l'on connaît en médecine où le maître symptôme, c'est la douleur, par exemple. Oui. Bon, ici, c'est la démangeaison. La démangeaison, elle peut être isolée. C'est-à-dire que on a des sensations, on a envie de se gratter, mais il n'y a pas de maladie de la peau visible. On ne voit rien. Okay. C'est ce qu'on appelle des prurites, c'est le terme pour la démangeaison, cinématéria, sans quelque chose que l'on voit. Ces prurites sont importants, ils peuvent toucher la peau, le cuir chevelu ou les muqueuses. D'accord. Muqueuse buccale, muqueuse génitale, muqueuse anale. En fonction du territoire qui démange, on sera orienté vers tel ou tel parasite ou telle cause. Parce que les démangeaisons, ce n'est pas seulement les parasites, ça peut être aussi une maladie plus grave. Un lymphome malin, maladie des ganglions, va donner des démangeaisons. Mais ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que 80% des démangeaisons de la peau sans lésion cutanée sont dues aux parasites.
Mais rendez-vous compte, ce n'est pas connu. Oui. Ce n'est pas connu dans le monde médical et je suis extrêmement étonné de le voir puisque je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des démangeaisons. Et les médecins n'ont pas évoqué les parasites. Oui. Alors, démangeaison, alors c'est beaucoup plus facile si vous avez une démangeaison anale ou génitale. Et ça nous ramène un petit peu au tube digestif. Oui. Effectivement, toute démangeaison anale que l'on trouve ou qu'on ne trouve pas de parasite est due aux parasites, jusqu'à preuve du contraire. Donc il suffit de se traiter et voir les résultats. Démangeaison sur le corps, en effet, parasite. Il faut y penser. C'est rarement isolé parce qu'on trouvera d'autres signes et on va interroger. Et on va également regarder la biologie parce que tout ce qui se passe dans l'organisme aura au moins une trace biologique, mais encore faut-il trouver la bonne trace biologique. Prurite cinémataria, nous l'avons vu, mais prurite d'une dermatose, une maladie dermatologique qui gratte. C'est l'exemple type, l'urticaire. L'urticaire, eh bien, il faut savoir que l'urticaire chronique, qui dure plus de 6 semaines, la première cause, c'est également les parasites internes. Okay. Quels parasites? Hellmann, toxocarose, on verra. Mais là encore, il faut le savoir. Bien entendu, on ne s'acharne pas. Si on a traité des parasites et que l'urticaire est toujours là, oui. allons chercher autre chose, etc. Mais on ne peut pas faire l'impasse de la cause la plus fréquente. Exactement. Donc, démangeaison, effectivement. Très bien, c'est très intéressant et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, ou en tout cas, souvent, on va plutôt s'orienter sur des solutions topiques ou locales. Exactement, et c'est un peu dommage. Pourquoi la peau devrait être traitée localement quand elle démange? Il y a toujours une cause interne. Prenez le cuir chevelu. Les démangeaisons du cuir chevelu, avec ou sans pellicule. Oui. Pendant longtemps, on a dit c'est dû aux champignons, à une levure, Pityriasis capitis. Et j'ai dit ça, j'ai enseigné cela, j'ai traité cela. Et ça fait maintenant bien longtemps que je ne traite plus les cuirs chevelus qui démangent par des antifongiques. Parce que la cause, elle est interne, elle est parasitaire. C'est vrai. Et même s'il y a parfois des levures, des champignons sur le cuir chevelu, c'est possible, eh bien, ils vont disparaître après le traitement des parasites. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ces agents extérieurs vont proliférer davantage quand votre organisme est envahi par les parasites. Exactement. On en parlera après, mais il y a une vraie cohabitation entre les micro-organismes, puisque évidemment, pour certaines personnes qui peuvent peut-être penser qu'un parasite a une maison locale, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas la maison des parasites à côté de la maison de la levure ou du candida. Ce beau monde vit en symbiose dans certains biofilms, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de traiter ça, j'allais dire, de façon aussi holistique. Je vais revenir sur la partie démangeaison du cuir chevelu. C'est vrai que j'ai eu quelques retours, moi, sur les personnes qui ont testé, où elles étaient parties pour faire la cure de gut cleanser et qui, après, a posteriori de la cure, se sont rendues compte que leur démangeaison avait disparu. Formidable. Mais 2 mois plus tard. Donc, effectivement, la corrélation est vraiment là. On dit aussi, pour les personnes qui nous regardent, que, en fait, la peau n'est autre qu'un intestin, mais externe. Donc évidemment, en fait, c'est la connexion entre la peau est évidemment la même chose que ce qu'il y a potentiellement au niveau de l'intestin. C'est pas 2 choses séparées. On va revenir sur un sujet dont vous avez beaucoup parlé, qui est le lien entre les pathologies, j'allais dire la santé de la femme, l'appareil urogénital féminin, des pathologies qui reviennent, dont pas mal de personnes, on va dire, me parlent, et j'aimerais beaucoup votre avis sur 3 d'entre elles que j'ai prises, mais bien évidemment, vous pouvez nous partager d'autres parcours. Le premier, ce sont les cystites, ou les infections. Comment aujourd'hui vous avez remarqué qu'il y avait un lien entre des présences, on va dire, de parasites et des cystites à répétition notamment? Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert. Probablement que je ne suis pas le seul, mais je dois dire que dans ma carrière, j'ai rencontré très peu de gens qui connaissaient cette cause des cystites à répétition. D'ailleurs, on ne les appelle plus des cystites, c'est des pseudocystites. Et j'ai une femme qui m'a même dit, docteur, je fais des cystites blanches. J'ai beaucoup aimé ce terme. Que voulait-elle dire? Eh bien, j'ai des sensations d'infection urinaire, ça me brûle quand je fais pipi, j'ai envie plusieurs fois par jour d'aller faire pipi, ça me soulage mais ça me brûle en même temps, c'est la symptomatologie que toutes les femmes connaissent de la cystite. Mais quand je fais une analyse d'urine, je ne trouve pas les marqueurs de la cystite. Quels sont-ils? Il y en a 2. Les bactéries. On doit avoir des bactéries et une seule colonie et pas 3 ou 4 colonies. Si vous avez du Klebsiella, si vous avez un streptocoque de tel type,
etc. C'est pas possible, ce n'est pas une infection urinaire, c'est une contamination extérieure. C'est l'urine qui a emporté avec elle ce qu'il y avait sur la peau, à proximité, sur les muqueuses. Donc déjà, le contenu de ces bactéries et leur nombre. S'il y a très peu de bactéries, c'est pas possible. Il y a un nombre minimum, c'est 100 000 bactéries qu'il faut avoir dans l'analyse d'urine. Et puis les globules blancs, c'est eux qui définissent l'infection. Il n'y a pas d'infection sans globules blancs. Les globules blancs donc arrivent et là aussi ils doivent être en nombre suffisant. Et là, il y a des définitions de l'infection urinaire. Donc, on a en fait des pseudo-infections urinaires. Et que voit-on ? On voit ces patients traités par un antibiotique urinaire. Oui. Régulièrement, ces patients, donc tous les mois, vont prendre cela à l'occasion nécessite. Non. Donc, j'ai pu découvrir qu'il s'agissait en fait de parasites intestinaux. Et comment ai-je fait cette découverte ? Parce que, interrogeant ces femmes qui avaient des cystites, regardant leurs examens par le passé, j'ai vu qu'il y avait des marqueurs biologiques qui laissaient penser qu'il y avait des parasites. J'ai traité les parasites et les cystites ont disparu. Une femme m'a même écrit « Docteur, grâce à votre traitement antiparasitaire, vous avez mis fin à 17 années d'errance diagnostique sur mes cystites et mes mycoses. » Parlons des mycoses également, n'est-ce pas ? Oui, c'est clair. On peut enchaîner sur les mycoses. Parce que c'est les mycoses, là encore, quand une femme dit « j'ai une mycose génitale », une mycose devrait être définie comme cela. C'est une candidose à cet endroit-là. Une plaque rouge, framboisée, avec des petites pustules. Et puis des dépôts blanchâtres de lait caillé. On voit ça dans la bouche des enfants qui ont une candidose buccale. Mais au niveau génital de la femme, on ne voit pas ça quand la femme dit j'ai une mycose. Non, pas du tout. Elle a des démangeaisons vulvaires, certes, et elle a des pertes, des écoulements. Et c'est cela qu'elle appelle mycose. C'est une fausse mycose. D'ailleurs, si on fait des prélèvements, soit on trouve du candida, mais ce n'est pas lui qui est la cause, puisque sur la muqueuse génitale féminine, il est normal d'avoir ce champignon qui vit avec la muqueuse une fois sur deux. Donc, la présence de ce microbe ne veut pas dire que c'est une candidose. Et donc, ces mycoses, qui souvent sont associées avec les pseudocystites, sont des pseudomycoses qui vont elles aussi disparaître grâce au traitement antiparasitaire. Oui, c'est quand même assez... Ça, c'est un progrès fantastique pour les femmes. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Et on va enchaîner sur une autre type, j'allais dire, alors, de pathologie, ou en tout cas de désagrément, puisqu'on va parler du cycle menstruel. Cette fois-ci, avec notamment tout ce qui est inflammation, endométriose, SOPK. J'avais eu une cliente qui me faisait part de... pareil, je crois que c'était 12 ans où chaque cycle, elle prenait un antidouleur qui était très puissant. Je n'ai plus le terme. Mais elle m'a dit, du coup, que pareil, en faisant la cure et donc, du coup, en se nettoyant, et je pense aussi en diminuant le niveau d'inflammation, elle a réussi à vivre un premier jour de cycle sans douleur. Donc, de la même manière que vous parliez sur la partie cystite, en fait, certaines fois, des choses qui pourraient être basiques peuvent transformer la vie d'une personne. Bien sûr. Donc, pour l'endométriose, c'est aussi un sujet, j'allais dire, qui peut être connexe. Et une maladie qui revient très souvent, c'est le papillomavirus. Là-dessus, est-ce que vous avez aussi des retours, j'allais dire, de patientes qui ont réussi à s'en sortir ? Alors, l'endométriose, vous en avez parlé, c'est une situation féminine qui est de plus en plus fréquente. Exactement. Qui est juste la présence de tissus de l'utérus en dehors de l'utérus. Et qui peut migrer le long des trompes et sortir par le pavillon et se trouver dans l'abdomen. Et donc, ce tissu peut se trouver spontanément dans d'autres endroits. Et on a vu des endométrioses ectopiques avec des saignements menstruels tous les mois dans un endroit, par exemple au niveau de l'ombilic. C'était très étonnant. Bon. Cette endométriose n'est pas liée au parasite, mais c'est le même terrain. C'est-à-dire ce terrain qui va faire l'endométriose, qui va faire que se développe, est celui qui accueille les parasites. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est le tissu conjonctif. Les parasites intestinaux, on s'est aperçu qu'ils induisaient une immunodépression. C'est-à-dire que si vous avez des parasites, vous allez probablement faire plus que quelqu'un d'autre des maladies virales. Vous avez parlé du papillomavirus. Oui. C'est très grave, papillomavirus, pour une femme. Oui. D'une part, ça ne se voit pas toujours. Et donc, elle peut être porteuse de papillomavirus et contaminer son partenaire. Mais surtout, c'est un facteur de cancer du col de l'utérus. Eh bien, quand on sait qu'il y a davantage de papillomavirus quand on a des vers, en d'autres termes, si vous avez du papillomavirus, faites un traitement anti-vers. Je crois que ça vaut le coup de le faire.
Exactement. Et je ne sais pas si c'est le hasard, je ne dirais pas que c'est vraiment cela, mais une patiente m'a dit, docteur, après avoir pris le traitement antiparasitaire, mon frottis s'est négativé. Oui. Il y avait une dysplasie et c'est négativé. C'est peut-être juste une observation par chance, Oui. mais peut-être ça veut dire quelque chose. Mais c'est important ce que vous disiez sur la notion de terrain. Là, dans ce qu'on explique aussi, c'est qu'il faut bien penser, nous avons tous des biais, et souvent on pense que c'est monocausal, alors qu'en réalité, comme vous le disiez, c'est plutôt un terrain qui va accueillir, qui va être le nid de certaines maladies, dont aussi la présence parasitaire. Et effectivement, en faisant ce type de traitement ou une cure, qu'importe, on va venir baisser la charge et aussi baisser l'inflammation, et forcément, du coup, ça va impacter sur certaines typologies de maladies, notamment inflammatoires. Alors, dans le cadre des virus, je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler, il y a l'herpès également. Oui. L'herpès virus qui va se trouver amplifié par la présence de parasites. Mhm. Donc, quelqu'un qui fait un bouton de fièvre ou quelqu'un qui a de l'herpès génital, c'est encore plus vrai, Oui. doit faire attention à la présence de parasites. Et on a vu dernièrement avec l'épidémie de Covid, ce virus, des personnes qui sont atteintes plusieurs fois. Et j'ai pu observer que celles qui faisaient plusieurs fois le Covid étaient des personnes qui étaient porteuses de parasites. Et d'ailleurs, nous avons vu que des médicaments antiparasitaires ont été proposés dans le traitement du Covid. Oui. Et on doit bien remarquer qu'ils ont été efficaces. Est-ce que ce traitement antiparasitaire dans le Covid est efficace parce qu'il détruit les parasites et donc il restaure une défense immunitaire qui va éliminer le Covid? Et tout cela est intéressant. C'est un très très beau sujet, effectivement. Et ma prochaine question, elle avait effectivement attrait à l'immunologie. J'ai une abonnée qui m'a demandé de vous poser la question. Donc je le fais. Existe-t-il un lien entre les pathologies et les maladies auto-immunes et la présence parasitaire? Et comment, parce que tout à l'heure vous nous avez parlé du terme d'immunodépression, oui. Comment est-ce qu'on peut catégoriser qu'est-ce que c'est une immunodépression? Alors, une immunodépression, c'est une baisse des défenses immunitaires, soit congénitales, soit acquises. L'immunodépression congénitale, c'est des enfants qui n'ont pas d'anticorps, par exemple. D'accord. Les cellules sont incapables. Ou alors qui n'ont pas telle ou telle famille de lymphocytes. Ça, c'est de naissance, et donc ces enfants vont faire des infections. Et puis, on va avoir des baisses de nos défenses immunitaires en cours de la vie. Mmh. Et ça peut apparaître au cours de certaines maladies infectieuses, oui. qui, au lieu de stimuler l'immunité, vont au contraire aggraver les défenses immunitaires, ce qui fait qu'avec une maladie infectieuse, les parasites par exemple, on va développer d'autres maladies infectieuses parce que les défenses immunitaires sont basses. Alors, de là à dire que les parasites pourraient induire une maladie auto-immune, on peut l'évoquer très facilement. Tout d'abord, la pathologie digestive sur laquelle les parasites se développent, une des maladies digestives, c'est la maladie cœliaque, oui. qui est une maladie auto-immune. Donc, dans le cas présent, on peut dire que la maladie auto-immune favorise le développement du parasite, puisqu'on va trouver davantage de parasites dans cette condition-là. De là à dire que c'est le parasite qui agit sur la maladie cœliaque, oui. on peut peut-être l'envisager, on peut y réfléchir, peut-être y a-t-il même des travaux là-dessus, mais pour le moment, je ne m'avancerai pas. D'accord. Je suis en train de réfléchir à d'autres pathologies auto-immune, et pour me dire est-ce que les parasites pourraient jouer en fonction de... Je n'ai pas encore vu cela. Peut-être quand même, on a évoqué le rôle de certains agents infectieux oui. dans des maladies auto-immunes. Je pense au pemphigus et avec l'herpès qui pourrait être un facteur déclenchant, ou l'Epstein-Barr virus, etc. Oui. Avec les parasites, oui. Avec les bactéries, oui. Probablement avec les parasites aussi. C'est ça. Donc, il y a des liens. Maintenant, de là à dire que ce soit direct, il faudrait creuser les sujets, mais c'est très intéressant. On va aborder un point où, pareil, alors moi, quand on me pose la question de tout ce qui est cancer et autres, alors je rappelle que je ne suis pas médecin, mais dans votre livre, notamment, pour les personnes d'ailleurs qui n'ont pas lu, je vous le conseille vraiment, puisqu'on a... un très beau, j'allais dire, portefeuille de vos histoires et des cas, j'allais dire, patients que vous avez rencontrés. Mais j'aimerais bien zoomer sur un cas patient, moi, qui m'a alerté, ou en tout cas qui m'a fait poser des questions sur une dame, Fatiha, chef d'entreprise, qui a eu un diagnostic par certains médecins de cancer
au niveau du foie. Alors, pour ceux qui nous regardent, les cancers sur la zone foie-pancréas sont ceux qui sont considérés comme les plus Grave. les plus Ouais, graves, ouais. voilà, les plus graves, et qui du coup pensaient voilà qu'elle n'allait pas vivre pour que ça, j'allais dire, vie allait s'arrêter dans les prochains mois, qu'importe la durée donnée par les médecins, et qui vous a rencontré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez fait ce diagnostic-là et qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, il faut savoir que le diagnostic en médecine est difficile. Oui, Et si on pose un diagnostic de cancer, avant de débuter le traitement, il faut vraiment en être certain. Et je donne plusieurs exemples, notamment de cas de lymphome, qui sont des maladies ganglionnaires malignes et dont l'agent ouais. causal était un parasite. Et D'accord. donc, heureusement qu'on a cherché ce parasite qui aurait pu passer, d'ailleurs inaperçu. En traitant le parasite, les ganglions ont disparu, la maladie de Pau, qui était un syndrome de Césari, s'est corrigée. Dans le cas présent, c'est une femme qui a un problème ici au niveau de la partie droite du corps, Oh, l'hypochondre droit. On fait une échographie, on voit une sorte de tumeur, on fait des examens complémentaires et on trouve ce que le radiologue appelle un cholangiocarcinome, la pire des maladies de la vésicule biliaire et du foie. d'accord. Et donc le pronostic, comme vous l'avez dit, est terrible, terrifiant pour cette personne. Mhm. Et puis, elle vient me voir, parce qu'elle est un petit peu de la parenté, et j'examine son dossier. Et comme je le fais à chaque fois, je prends connaissance de ses examens passés. Oui, Et ça, c'est une source d'information incroyable. Et si je peux donner ce conseil à oui, vos auditeurs, c'est garder toutes vos prises de sang de toute votre vie et que vous allez voir un médecin qui veut bien prendre le temps de tout regarder, amenez-les parce qu'il va regarder. Et moi, j'ai regardé toutes ces prises de sang. Et 2 ou 3 ans avant, je vois une anomalie sur la prise de sang. Une augmentation de certains globules blancs qu'on appelle les éosinophiles. Puis ensuite, les autres prises de sang sont normales. Je revais un petit peu plus loin. 10 ans avant, il y avait aussi des éosinophiles. d'accord. Et je me dis, nous avons là typiquement ce qu'on appelle une courbe de Lavier. C'est-à-dire une courbe que M. Lavier a décrite comme étant caractéristique de la présence de parasites dans le corps. Et donc cette femme qui vient pour un cancer du foie et de la vésicule biliaire a des parasites. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux? Et je me dis, bon sang, il y a une parasitose qui touche le foie, c'est la douve. D'accord. Je ne connais pas la douve mieux que cela, Mhm. mais juste le fait de l'évoquer, et je dis, je ne peux pas laisser partir cette femme sans avoir l'avis d'un grand chirurgien, et je vais citer son nom parce que merci, grâce à lui, sa vie a été sauvée à cette Oui, femme, professeur Mention, et puis une femme également, Madame Bresson, professeur Bresson-Annie, hépatologue. Je leur montre à tous les deux les images du foie. Et tous les deux analysent ça et disent, mais Philippe, je pense que ce n'est pas un cholangiocarcinome, c'est une dystomatose, une maladie de la douve. Et donc, 2 spécialistes, plus moi-même, convaincus qu'il ne s'agit pas d'un cancer, la vie de cette femme a été changée, puisque bien sinon, sûr. elle allait être opérée, peut-être avoir de la chimiothérapie, etc. Donc, c'était une maladie parasitaire qui simulait un Oui, cancer. Et on a ça aussi avec une autre maladie qui s'appelle la toxocarose, qui peut simuler la présence d'une tumeur, puisque ces parasites, ces larves qui circulent dans le sang, peuvent s'enquister quelque part, se mettre quelque part, et donner des sortes de pseudo-tumeurs. C'était le cas pour les yeux chez les enfants dans les années 50-60, où un enfant pouvait perdre la vue, il avait une tumeur du fond de l'œil, et on lui enlevait l'œil parce qu'on était sûr que c'était un rétinoblastome, la pire des tumeurs cancéreuses de l'enfant, et à l'analyse, on découvrait que c'était un parasite. d'accord. Donc toujours faire attention, la simulation. De là à penser que des parasites donnent des cancers, oui, c'est le cas. Certains parasites peuvent être l'agent étiologique de certains cancers, comme certains virus peuvent donner des Mhm. cancers, comme certaines bactéries. Prenons la bactérie de l'estomac, Helicobacter, on sait que c'est une cause de cancer de l'estomac. Oui, Mais une fois que le cancer est là, malheureusement, traiter la bactérie est vain, on n'arrive pas forcément à guérir. Mais il y a une étape où on peut, s'il est assez tôt, traiter le parasite dans le cas présent et guérir le cancer si celui-ci était induit par ce parasite. d'accord. C'est très intéressant la partie, j'allais dire, locale ou localisée. Oui. Il y a un sujet, moi aussi, que j'avais creusé, qui était comment est-ce que certaines espèces, pardon, de parasites se localisaient dans certains organes.
J'avais notamment vu des vidéos de certains chirurgiens qui, du coup, enlevaient l'appendice et qui, lors de l'extraction de l'organe, quand ils l'ouvraient, elle était Bourré de parasites. chargée. Là, pour le coup, c'était des oxyures. Mais donc, du coup, d'où l'intérêt aussi de se dire que là, quand on les voit, il y a comme une espèce de, infestation localisée. Et il y a une notion que j'aime bien, ou quand j'aimerais bien qu'on développe, qui est la notion de tropisme. Pour détailler ça ou définir ça, et vous pourrez abonder là-dessus, c'est le fait que certains parasites préfèrent certains organes que d'autres. C'est vrai, ça c'est un très beau sujet. Et je vous remercie de sortir ces éléments de mon livre parce que moi je fais une description au fil de l'eau, j'allais dire, et vous faites une analyse, une synthèse, vous regroupez les choses par thème, et ça c'est très intéressant. Et en effet, ce que vous êtes en train de dire là sur l'appendice me rappelle le cas d'une de mes chères patientes qui a 16 ans, c'est une jeune fille malheureusement qui est handicapée depuis la naissance, elle paraît beaucoup plus jeune que son âge, elle a une maladie inflammatoire de l'intestin. Et ces derniers temps, avec une famille admirable qui s'en occupe remarquablement bien, cette pauvre jeune fille avait des douleurs terribles, abdominales, terribles, terribles. Si bien que non seulement elle faisait de l'épilepsie également, mais en même temps des douleurs terribles. Et on n'arrivait pas à la calmer. Ce n'était pas la MIS-C, la maladie inflammatoire de l'intestin, cette maladie de Crohn qu'elle avait par ailleurs, c'était autre chose. Je palpe le ventre, je trouve quelque chose de suspect à droite, je me dis c'est une appendicite, tout simplement. Je la confie à nos collègues chirurgiens, qu'il faut une échographie, et effectivement, l'échographie montre quelque chose de suspect au niveau de l'appendice. Et puis ensuite, cette jeune fille, il fut un temps, on l'aurait opérée tout de suite. Oui. Et là, on attend un peu, parce qu'on opère de moins en moins les appendices. Et on fait un scanner. Et là, on ne voit plus rien. Et l'opération se passe 2 ou 3 fois. On voit quelque chose tantôt, puis on ne voit plus rien. Et puis, la maman, extrêmement, qui a une grande sagacité, suit tout cela, suit les événements. Et en cours de nuit, je crois, sa fille pleure, elle appelle, et la maman récupère dans le nez de sa fille un ascaris. D'accord. Rendez-vous compte. Donc, Qui a voyagé. Et qui a voyagé. Donc, l'ascaris, ce ver long de 15 ou 20 cm, se trouvait dans l'intestin. C'est lui qui remplissait l'appendice, puis qui repartait, qui revenait. Ce parasite mène sa vie, traverse la paroi intestinale, remonte par les poumons et ressort par la gorge pour retomber dans l'estomac. Mais là, il s'était perdu en chemin et il était au fond de la gorge de cette pauvre jeune fille. Et donc la maman l'a récupéré. Oui. Rendez-vous compte, depuis ce temps-là, elle n'a plus fait de crise, elle n'a plus de douleur. Donc oui, effectivement, il y a un tropisme des parasites intestinaux pour l'appendice. Et donc, il y a toujours ce diagnostic différentiel d'une appendicite bactérienne avec une appendicite parasitaire. Mais c'est très intéressant aussi d'expliquer qu'en fait, tout est mobile dans l'organisme et que certaines espèces vont venir se reproduire ou des fois se nourrir de ce que l'on mange au niveau de l'intestin pour après pouvoir, vaquer à leur occupation et aller sur certains organes ou terrains. D'où l'importance de savoir que en fait, tout est connecté avec l'intestin et que même si certains parasites ont des tropismes, des fois ça peut être le cerveau, vous parliez de l'œil, mais c'est, éloigné de l'intestin, néanmoins ils ont cette mobilité. Que d'ailleurs ce soit des vers visibles ou des vers invisibles qui peuvent voyager par les flux. Et c'est dû à la porosité de l'intestin, cette barrière intestinale qui en fait est extrêmement poreuse, Oui. notamment dans certaines maladies, qui permet donc à des êtres pluricellulaires, des larves, voire même des parasites, de traverser. Oui, c'est un très très beau sujet ça, le lien porosité intestinale, inflammation et le voyage de certains organismes non désirés. Et c'est comme ça que vous attrapez par exemple l'échinococose, Oui. c'est comme cela que vous attrapez la toxocarose. Et concernant la toxocarose, j'ai fait beaucoup de travaux scientifiques sur cette maladie, je pense que je l'ai fait connaître et reconnaître en France comme la première cause d'urticaire chronique aujourd'hui, c'est l'arbre de Toxocara canis. Eh bien, elle passe la barrière intestinale pour donner des maladies dont l'urticaire. Eh bien, savez-vous que pour passer à travers la muqueuse intestinale, il faut que cette muqueuse soit malade et que ce soit une maladie de Crohn. D'accord. Et aujourd'hui, je fais même l'hypothèse que quelqu'un qui a une échinococose alvéolaire a possiblement une maladie de Crohn. Non pas une qui se voit dans la coloscopie, mais une maladie de Crohn de l'intestin grêle. D'accord. Donc en plus quelque chose de sous-jacent.
sous-jacent. Donc le parasite amène à d'autres diagnostics. C'est ça qui est très important. Oui, tout à fait. Ne restons pas là, seulement sur le parasite. Ne restons pas sur la bactérie de l'estomac. Si vous avez hélicobactère, c'est que vous avez une maladie de l'intestin. Oui, tout à fait. En fait, certaines fois, effectivement, ce n'est pas la cause finale. Au contraire, ce sont des marqueurs de terrain, de maladies qui sont soit naissantes, soit déjà peut-être développées et existantes. Tout à fait. Exactement. Les liens de causalité sont très intéressants. J'avais la question des différentes portes d'entrée de contamination. Et vous avez parlé du nez, en tout cas en voie de sortie. On peut effectivement être contaminé via le nez, via l'intestin, via la peau. Sur, j'allais dire, les voies d'entrée principales, puisque certaines fois, en fait, juste en marchant sur un sable, sur j'allais dire quelque chose de souillé, en fait, on peut avoir certains parasites qui peuvent intégrer et du coup casser un petit peu cette barrière. Exactement, dans les pays exotiques, comme j'appelle, ou nos régions françaises à l'autre bout du monde, la Guadeloupe, Martinique, la Réunion, si vous avez la malchance de marcher à un endroit sur le sable, pieds nus, où un chien a fait ses crottes 15 jours, 3 semaines plus tôt, vous pouvez voir des larves d'anguillules pénétrer à travers votre peau. D'accord. À l'occasion d'une petite plaie que vous avez autour des ongles. Oui. Cette jeune femme qui se fait les ongles le soir, qui a une petite plaie, qui va marcher le lendemain matin, peut avoir la porte d'entrée. Ma propre fille, Inès, se réveille un jour à 3 heures du matin, 15 jours après un petit séjour en Guadeloupe. Papa, j'ai un ver dans la peau. Et effectivement, elle avait sous la peau du pied un larva migrans, c'est-à-dire un dessin d'un ver. En fait, ce n'était pas un ver, c'est juste une petite larve, pas plus grande que ça, mais qui se déplace et qui, du coup, laisse une trace, comme s'il y avait un ver. Et vous voyez la panique de cet enfant qui dit « j'ai un ver ». Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait marché pieds nus sur cette plage et elle avait contracté cela. Si nous avions fait une prise de sang pour une quelconque raison, à ce moment-là, nous aurions vu une augmentation des éosinophiles. D'accord. Donc, effectivement, la porte d'entrée peut être la peau. Également, une des portes d'entrée importantes, c'est l'alimentation. Bien sûr. Et donc, quand quelqu'un me dit « est-ce que je peux transmettre mes vers à mon mari ?» Je dis oui, dans le sens où vous mangez, vous, la même chose. Donc, si vous avez attrapé des vers par l'alimentation, votre mari qui mange la même chose que vous peut les attraper. En revanche, dans le cas d'une relation de couple normale, non, on ne peut pas attraper des parasites. Oui, tout à fait. Ça nous fait une bonne, j'allais dire, porte d'entrée pour parler un peu des facteurs de contamination. Comment est-ce qu'on se contamine? Il y a un vieil, j'allais dire, il y a un vieux paradigme peut-être où on peut penser encore aujourd'hui. Moi, je le vois beaucoup, notamment en France, où quand on parle de parasites, on pense que c'est que dans les régions tropicales. Vous avez parlé peut-être de la Guyane. Je n'ai pas parlé de la Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, mais vous avez raison, la Guyane aussi, également. en tout cas les dom-toms. Et très souvent, du coup, on pense que non, en France, on n'est pas touché par ça. Mais je vais un petit peu donner l'état des lieux des possibles contaminations, des facteurs, et puis j'aimerais vous entendre là-dessus. On a parlé de l'alimentation. Moi, je suis une ancienne industrielle de l'agroalimentaire et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut avoir, les parasites font partie de notre écosystème. Donc, combien même on aurait stérilisé ou je ne sais quoi, on a quand même une charge et c'est normal en fait. Même d'ailleurs, lorsqu'on on cultive nos fruits et légumes dans un potager, il y a de la vie. Donc, l'alimentation et j'invite aussi les personnes à ne pas penser que on peut avoir une alimentation zéro parasite. Ça n'existe pas. Ce serait partir dans quelque chose de paranoïaque. Donc ça, c'est un vrai premier, j'allais dire, flux de contamination. Le deuxième, c'est la partie transmission. Donc, vous avez parlé quand même de la partie transmission d'homme à homme, puisque si un enfant est parasité, c'est qu'il peut clairement nous l'offrir, ou la transmission d'animal à homme. Ah, oui. Alors, il y a des parasites qui se transmettent de la main à la main, on va dire. Ce sont les petits oxyures qui se trouvent dans le canal anal et dans le rectum des enfants qui portent souvent la main à l'anus et qui, avec la main, se transportent à la bouche et on se contamine comme cela. Donc, s'il y a des oxyures chez des enfants dans une famille, il est clair que tous les enfants, même le papa et la maman, doivent se traiter en même temps, si possible, pour faire débarrasser cela. Parce que sinon, on va s'auto-contaminer. Il y a un parasite pour sortir un peu de l'intestin qui touche les muqueuses génitales. Ça s'appelle le trichomonase. C'est un petit protozoaire, donc fait d'une cellule, avec un flagelle. Donc c'est des petits parasites qui bougent. Et d'ailleurs, sur les urines,
parce qu'en faisant pipi, on entraîne ces parasites qui sont sur la peau, qui vont aller dans le petit verre où vous recueillez les urines. On voit des petits tourbillons. Mhm. Et comment ça va se manifester? Comment savez-vous que vous avez ce trichomonase? Vous avez pour la femme un érythème, une rougeur de la muqueuse vulvaire avec des démangeaisons. D'accord. Et chez l'homme, une balanite, une inflammation, une rougeur également de la muqueuse de la verge, mais par petits endroits, une petite plaque rouge de 3 cm ou de 2 cm qui va se déplacer, légère démangeaison. Quand vous voyez ça, il faut traiter. Un médicament, traitement minute, c'est très facile. Oui. Et comment se contamine-t-on? De partenaire à partenaire, même dans la salle de bain, en utilisant la même serviette. Oui, Par exemple, d'accord. vous pouvez donner ce petit parasite qui se transmet. Donc il y a des parasites qui se transmettent comme ça, c'est également les parasites de la gale. Mhm. Et j'avais eu dernièrement le cas d'une personne qui s'était allongée sur un couvre-lit dans un hôtel. Ouais. Il était fatigué, il n'a pas le temps de défaire le lit, il s'allonge comme cela, et il était en sous-vêtements. Eh bien, malheureusement, il y avait une personne qui était passée 2-3 jours avant, qui avait la gale et qui a laissé des parasites de gale, donc des sarcoptes, sur le couvre-lit, et il attrapait la gale, ce pauvre homme. Tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, méfions-nous. Exactement. Mais c'est aussi toute la partie quand on change aussi certaines fois nos habitudes classiques. Donc vous avez parlé de l'hôtel. Oui. Ça me fera une bonne porte pour toute la partie notamment voyage, Oui. déplacement. Oui. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais la mobilité, c'est un vrai sujet. On a, par exemple, pour certains chiffres, on a dépassé les 4 milliards de passagers dans le monde aérien en 2017. Donc c'est juste pour dire l'intensité des flux aériens aujourd'hui, et que ce soit d'ailleurs des destinations très proches ou des destinations plus lointaines, mais très peu d'entre nous pensant à nous déparasiter, nous nettoyer l'intestin quand on revient de voyage. Oui. Alors que maintenant c'est commun de dire j'étais en Chine il y a quelques temps et là maintenant je suis au Maroc. Donc la partie voyage, et certaines fois même sans forcément prendre l'avion, les randonnées, vous parliez aussi des endroits comme ça où il y a de la promiscuité. Les transports en commun. Exactement. Enfin, pour être trop basique. Vous avez raison. C'est quand même une maladie qui se transmet par les mains sales. Et il y a énormément de maladies qui se transmettent par les mains sales, dont certaines peuvent être gravissimes. Oui. On a encore entendu parler dernièrement d'enfants qui sont morts d'une infection alimentaire. Là, c'était bactérien, mais on peut également récupérer une maladie parasitaire. Effectivement, des mains non nettoyées qui tiennent une barre dans le métro et vous arrivez derrière. Et si vous rentrez chez vous sans vous laver les mains, effectivement, vous pouvez vous contaminer. C'est ça. Donc l'idée là, c'est aussi d'expliquer qu'en fait, c'est très facile, j'allais dire, de se contaminer. Il ne faut pas non plus rentrer dans une paranoïa à tout stériliser et se laver les mains, mais c'est plus plutôt de l'intégrer comme un soin, comme le faisaient, j'allais dire, nos grands-parents, et qu'aujourd'hui nous avons oublié malheureusement. C'est un soin en fait d'hygiène préventive, au même titre qu'on se lave les cheveux ou qu'on se lave le corps. Exactement. Je voulais revenir sur un point. Alors attendez, hop là, tac, sur la partie hygiène alimentaire. On a parlé un petit peu tout à l'heure des terrains et de comment certains aliments en fait favorisaient l'inflammation. Je sais que vous êtes un fervent, j'allais dire défenseur de ne pas consommer le gluten ou le sucre et les produits laitiers industriels, ce que moi aussi évidemment je préconise. Mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre à quel point aujourd'hui une alimentation aussi transformée qui est d'actualité et qu'on connaît tous induit un terrain favorisant du coup l'accueil de ces micro-organismes non désirés. Exactement. Il faut qu'on comprenne les choses. Pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont malades de l'intestin, avec des douleurs, de la diarrhée ou de la constipation. Pourquoi on a beaucoup de mal à faire le diagnostic, etc. Et pourquoi on a des parasites? Eh bien, effectivement, on a des aliments qui, sur des terrains prédisposés, et j'ai pu identifier les terrains, les personnes à risque, ces aliments vont agresser la muqueuse. Premièrement, c'est le lait de vache. Oui. Pourtant, tout le monde dit le lait de vache, c'est très bien, c'est naturel. Parfois, d'ailleurs, même le lait de maman peut être toxique pour notre propre intestin. D'accord. Et nous avons vu des enfants développer un eczéma très important dès l'âge de 1 mois en tétant la maman, en étant allaités par la maman. Parce que ces enfants ont fait une intolérance à la caséine, à la lactoglobuline, à ces protéines du lait de mère ou du lait de vache qu'on va retrouver. Cette intolérance vient du fait qu'ils ont une muqueuse intestinale perturbée, fragilisée, etc. Et donc, ce n'est pas parce que tout est naturel que c'est bon. Donc le lait de vache
c'est naturel, mais surtout pour les petits veaux, et que c'est pas forcément très bon. Mais surtout, ce lait de vache a été transformé par les habitudes alimentaires, par les traitements qu'on fait subir au lait de vache pour la pasteurisation et d'autres choses, et donc va être irritant. Également, un deuxième aliment qui va être irritant, c'est le gluten. Le gluten, c'est 80% de la partie du blé. Oui. Mais ce gluten a changé depuis 2010. Ce n'est plus le même gluten que nous avions auparavant. Auparavant, nous avions du blé des vieux paysans ou des vieux blés des paysans et qui étaient bien tolérés avec ces 12 chromosomes, je crois. Aujourd'hui, nous avons des blés produits de façon industrielle avec des hybridations qui ont conduit à modifier le nombre des chromosomes. Donc rendez-vous compte, on a des monstres de blé que l'on ingère. Comment appelez-vous cela, vous? Moi, j'appelle ça... alors, ça vient pas de moi. Je vais citer, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Ça appartient à Stéphane Tétard un jour qui m'a dit que le gluten actuel était un poulet à 17 pattes. Exactement. Donc c'est cela, plus les pesticides. Oui, exactement. Le glyphosate, etc. Et vous savez que les pesticides font un mal terrible. Oui, oui. C'est un monsieur viticulteur qui va faire une maladie de Parkinson à 40 ans. Et on voit de plus en plus cela. Donc c'est quand même l'alimentation. Eh bien, ce gluten transformé, le lait de vache transformé, vont abîmer nos intestins. Et quand vous avez une muqueuse abrasée, imaginez une muqueuse, prenez votre langue ou votre bouche et que vous frottez du papier de verre dessus, ben vous allez voir comment c'est. Eh bien, cette abrasion va faire que les parasites que vous avalez, au lieu de glisser sur l'intestin et être éliminés dans les toilettes, vont se coller. Et vous allez avoir un parasite, 2, 10, 100, 200, 1000, 2000, 5000 parasites. Et il y a des chercheurs qui ont montré qu'un intestin grêle pouvait accueillir jusqu'à 5000 parasites. Et donc, forcément, des maladies vont survenir. Nous l'avons vu tout à l'heure, urticaire. Oui. Parasite dans 80% des urticaires. Et d'autres maladies, on en parlera. Les brouillards cérébraux également, les douleurs chroniques, énormément de choses qui sont dues aux parasites. Exactement, mais tout le message aussi là derrière, c'est qu'évidemment, en fait, on parle beaucoup des parasites, tout est connecté. Donc, quand on envisage évidemment de prendre soin de soi et de sa santé, il est évident de faire un petit bilan de son hygiène alimentaire pour comprendre que se déparasiter juste comme ça, sans changer aussi son alimentation, c'est un peu vain. Donc il faut que les deux comportements aillent ensemble. Et vous avez parlé, j'ai bien aimé, moi j'utilise le terme de biofilm et de voisinage ou d'écosystème qui accueille du coup le candida, les levures et les champignons. Et il y a un sujet dont on me parle beaucoup, que j'aimerais aborder avec vous, qui est toute la partie les carences. Comment aujourd'hui, certaines carences en fait sont de vrais marqueurs évidemment d'une malabsorption intestinale, mais et aussi de présence parasitaire. J'ai en tête la vitamine B12, j'ai aussi en tête le fer, mais vous le racontez très bien dans votre livre de comment une carence était en fait un signal derrière sous-jacent de quelque chose dont vous allez nous partager. Alors les carences, c'est un manque de l'organisme. Carence en fer. Une femme qui a des règles abondantes va perdre beaucoup de fer par rapport à la quantité qu'elle ingère et donc va être carencée en fer. Cette carence en fer va conduire par exemple à la perte des cheveux, la chute des cheveux, à la fatigue, l'irritabilité, la peau sèche et plus tard donner de l'anémie. Pas toujours au début. Vous voyez, au début on n'a pas d'anémie, les globules rouges tiennent le coup, mais on aura d'autres signes de carence en fer. On va avoir des carences en d'autres vitamines, vitamine B12, vitamine B9. Ce que les patients ont du mal de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de fixation. Les patients disent « je ne fixe pas le fer, je ne fixe pas la vitamine B12 ». Ce n'est pas ça, c'est « je n'absorbe pas ». C'est-à-dire que mon fer qui doit passer de l'intestin au sang, en passant à travers une cellule de la muqueuse intestinale, pour être processé. Il ne s'agit pas de passer par les trous que la muqueuse fait parce que les cellules sont disjointes, ce qu'on appelle le leaky gut. C'est pas ça. Un aliment, un nutriment doit passer à l'intérieur d'une cellule pour être processé. Si la muqueuse est abîmée par une maladie de Crohn, ou par un parasite, cet nutriment ne va pas passer et on va avoir des carences, en effet, en différents nutriments. En fer, vitamine B2, vitamine B12. Et on s'aperçoit que ces carences vont elles-mêmes donner des maladies. Par exemple, la maladie de Parkinson va être terriblement aggravée par un manque de vitamine B2. Donc si vous avez une maladie de Parkinson, il faut s'occuper de votre intestin, voir pourquoi l'intestin est malade.
Et s'il est malade, il a probablement des vers également, Oui, tout à fait. qui abîment encore plus l'intestin. Et ça reste un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et puis, il y a des parasites qui se nourrissent de nos vitamines. Vous avez cité la vitamine B12. Et en effet, il y a un ténia particulier qui s'appelle Botryocéphale. C'est un beau nom, Oui. Botryocéphalose. Donc, c'est un parasite des poissons des eaux froides, D'accord. des grands lacs froids. Donc, du saumon, par exemple, peut contenir le parasite. Et si vous mangez ce saumon cru, vous pouvez contracter ce parasite qui va se développer dans votre corps, prendre des tailles souvent importantes, mais surtout, on va s'en apercevoir parce qu'il va consommer la vitamine B12. C'est-à-dire qu'il va l'utiliser, donc il n'y a plus de vitamine B12 dans la lumière intestinale Oui. pour passer dans le sang à travers les cellules. Donc, si vous suivez un taux de vitamine B12 qui va régulièrement en décroissant, évoquez cette hypothèse de Botryocéphale. Si en parallèle, vous avez vu une augmentation des éosinophiles, ces fameux globules blancs, vous êtes sûr qu'il y a un parasite. D'accord. Sinon, il y a 3 autres raisons à un manque de vitamine B12, il faut les évoquer. Une maladie auto-immune de l'estomac, Oui. une maladie de l'intestin grêle dans la partie terminale, maladie de Crohn, ou une insuffisance de sucre pancréatique. D'accord. Et donc, 4e, le parasite. Voilà, donc, si vous avez des déficits, des carences, ne simplifiez pas en disant c'est je ne fixe pas ou autre, c'est trouvons la cause. Quelles sont les 4 causes principales de déficit en vitamine B12 et vous allez les trouver. Tout à fait. Et c'est très intéressant ce que vous nous partagez aussi parce que tout le travail analytique de recherche, d'investigation, voire d'enquête, où je n'aime pas simplifier les choses en disant tel truc c'est forcément des parasites, c'est pas comme ça et j'invite vraiment les personnes qui vont nous regarder, essayez vraiment de faire des recherches et bien évidemment faites-vous accompagner par des médecins tels que vous pour comprendre qu'en fait tout est en lien, mais on va revenir juste sur le petit sujet tout à l'heure sur les analyses sanguines, d'où l'intérêt de se faire un vrai dossier médical où on garde, comme ça nous permet en termes d'historique aussi de retrouver, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, qui arrivent sur un instant T, mais qu'on oublie, et après, a posteriori, on se dit, c'est vrai qu'effectivement, j'avais eu une infection à tel moment. Donc c'est un peu comme j'allais dire, un travail d'enquête, au final. Exactement. Un travail d'enquête. Et puis, il y a des mesures. Oui. On n'est pas toujours obligé d'avoir des preuves pour traiter. Tout à fait. Quand on rentre de voyage, quand on a des circonstances particulières, même s'il n'y a pas forcément de symptômes, on peut, pourquoi pas, faire un test, faire un traitement, entre guillemets traitement, non pas médicamenteux, mais des produits qui vont débarrasser des parasites au cas où ils seraient là. Tout à fait. C'est pour ça aussi, moi, que je recommande ça, parce que la cure de Guttler, elle est naturelle. L'idée, c'est de prendre soin aussi de son foie, de sa muqueuse intestinale, mais de l'intégrer comme un soin, et non pas quelque chose qui va être dur, long, qui prendra du temps, mais plus se dire, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai voyagé. On se débarrasse de cette hypothèse pour ne pas avoir de problème plus tard. On fait cette cure qui va nous soulager. Exactement. Bien sûr, les médicaments sont à conserver en cas de pathologie. Tout à fait. S'il y a des symptômes, s'il y a une maladie, on va traiter par les médicaments. Exactement. D'où l'intérêt de se faire suivre aussi quand on voit que, admettons, on a fait la cure, on a testé pas mal de choses et on se dit, mais il y a quand même quelque chose. Et là, on reste accompagné par son médecin. Vous savez, beaucoup de femmes prennent soin d'elles-mêmes, savent que si elles ont des règles abondantes, il leur faudra du fer. Elles ne vont pas toujours consulter pour ça. Elles ne vont pas faire de prise de sang. Elles savent que toute femme qui a des règles qui durent plus de 5 jours manquera de fer. Et donc, elles vont elles-mêmes trouver le fer, soit dans l'alimentation, soit dans les compléments alimentaires, et donc sans passer par le médecin. Pour les parasites, si on a l'idée qu'on puisse avoir des parasites, en effet, pourquoi pas ne pas faire de cure, de prise en charge préventive pour être débarrassé de ce souci. Exactement. Une dernière question, et ensuite on fera une petite session de oui-non, qui est aussi pour donner un petit peu une notion de temps. Et le temps d'incubation et le temps aussi de vie de certains parasites. Tout à l'heure, vous disiez que certains peuvent rester très longtemps. J'avais des données notamment pour expliquer que certains parasites restaient plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, on peut rester très longtemps, on va dire, dans un état chronique en ne sachant pas en fait qu'en réalité, ils vivent
telle, j'allais dire, une maison Airbnb où ils vivent à notre propre détriment. Est-ce que, je sais que dans votre livre, vous en parlez aussi d'un patient qui, comme ça, avait tout essayé, était en errance médicale et qui, en fait, s'est dit, mais en fait, c'était juste tout simplement ça. Et oui, c'est assez incroyable de voir ça. Des patients qui ont l'hypothèse qu'ils Oui. puissent avoir des parasites. Ils sont fatigués, ils ont mal partout, ils ont un brouillard cérébral. On ne trouve pas d'étiologie. Ils ont arrêté le lait de vache, ils ont arrêté le gluten. Donc ils ont fait Ce qui des peut choses faire. importantes. Et puis ils ont l'idée de se traiter pour les parasites. Et là, en 48 heures, leur vie change, la qualité de vie change, le brouillard cérébral disparaît, la fatigue disparaît, ils retrouvent la forme. Mhm. Et là, effectivement, on peut penser que si leur maladie, c'était un tuyau percé avec 3 trous, Oui, si on embouche un, le lait de vache, si on supprime le gluten, un deuxième trou, si on n'a pas bouché le troisième trou, dans l'occurrence, si on n'a pas traité les parasites, ben, ça ne peut pas aller. Et il faut tout faire en même temps. Et c'est important à penser à cette hypothèse. Et c'est souvent les patients eux-mêmes, il faut toujours les écouter. bien sûr. C'est toujours le malade qui va nous apporter une solution. Mais encore faut-il bien tout écouter et bien noter. Eh bien, parfois, oui, c'est le traitement antiparasitaire qui va être la solution à beaucoup de troubles. Mhm. On approche la fin de notre entretien. Je vais vous poser quelques petites questions. Et là, par contre, vous allez simplement me répondre Oui ou non? oui ou non. D'accord. Alors, docteur, professeur, est-ce que si mes analyses de sel, si mes analyses de sel sont négatives à la présence de parasites, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de parasites? Non, Est-ce que les démangeaisons de l'anus sont les seuls symptômes de présence parasitaire? non. Ils le sont, mais pas les seuls. Oui, exactement. Est-ce que se démanger peut être un signe de présence parasitaire? Oui, Est-ce qu'on peut excréter des parasites hors la voie anale? oui, Et enfin, dernière question, dois-je me déparasiter si je n'en ai jamais fait? oui, bien sûr. Parce que les circonstances environnementales, mode de vie, qualité de vie, petits symptômes, Mhm. vous poussent à vous déparasiter. Exactement. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour clôturer cette interview fort agréable? Alors, écoutez, merci en tout cas de me permettre de parler d'un sujet qui m'a passionné pendant toute ma vie professionnelle et qui sont les parasites. Et aujourd'hui, une de mes amies et patientes me disait Philippe, te rends-tu compte, aujourd'hui, il y a l'effet Humbert. Je lui dis qu'est-ce que tu entends par là? Elle me dit l'effet Humbert, c'est qu'on parle des parasites. Oui. On n'en parlait pas avant, on n'osait pas en parler. Les médecins ne voulaient pas entendre cette notion de parasite. Souvent parce qu'on leur avait donné des fausses informations. Ils pensaient qu'on allait trouver les parasites dans les selles, ce qui n'est pas le cas. Ils pensaient que les parasites n'existent pas, n'ont pas de rôle. Aujourd'hui, grâce à ce livre, Mhm. grâce à toutes les histoires, et c'est ce qui est Exactement. plaisant, c'est les histoires qui sont racontées. Et beaucoup de personnes me disent, ce livre, c'est un des plus passionnants des livres que vous avez écrits parce que c'est succulent, il y a des petites histoires et Oui. on apprend tellement de choses sur soi, sur sa vie, et on se reconnaît. Ah mais ça j'ai eu ça j'ai ça, etc. Donc voilà le mot de la fin, c'est pourvu que cet effet Humbert, c'est-à-dire cette notion de parasitose, se poursuive, se pérennise, on va dire, et puis eh bien que également des moyens soient mis à disposition des personnes pour pouvoir préventivement se déparasiter. Moi, j'ai été vraiment ravie de savoir que vous avez sorti donc votre livre en février, si je dis pas de bêtises, de cette année. Et évidemment, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient déjà ça se lit très vite. Oui. Et on dirait qu'on a, j'allais dire, c'est une série avec pas mal d'épisodes. C'est ça. Vous êtes un très bon, en anglais on appelle ça un storyteller, quelqu'un qui raconte très bien les histoires. Donc je suis très heureuse parce que du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir quelqu'un de votre prestance et de votre expérience pour pouvoir étayer ce que moi, j'ai, j'allais dire, apporté plus sur une solution pragmatique, parce que je ne suis pas médecin. Néanmoins, j'ai quand même observé en faisant de l'accompagnement qu'il manquait une offre, notamment de prévention naturelle. Et donc, c'est ce que la cure de Gut Cleanser offre aujourd'hui. En mot de la fin, je vous invite vraiment à aller, du coup, vous abonner à tous vos réseaux sociaux. Donc, vous avez, je pense, une page Instagram ainsi qu'une Page Facebook. page Facebook. Oui. Professeur Philippe Humbert sur Facebook où je donne beaucoup d'informations et j'ai des personnes qui m'ont dit en vous suivant sur Facebook, j'ai pu découvrir ma maladie, Super. j'ai pu me traiter. Donc ça, c'est très important. Si vous regardez tout ce qui est dit, c'est énorme. Il y a énormément de choses et je suis très heureux de le faire Oui. pour tous ces patients en détresse car j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de détresse due à la maladie. Il y a Instagram,
Il y a également YouTube avec une page, on appelle ça une page, je crois. Oui, Hein. oui, Une chaîne. une chaîne. Une chaîne YouTube, professeur Philippe Humbert, mais également une chaîne qui s'appelle Capucine et le docteur H. Ok, Capucine est une ostéopathe qui travaille avec moi également ok. et avec qui on a fait pas mal de choses. Voilà. Tout à fait. Et on retrouve le livre sur les plateformes Amazon. Oui, alors Ok. Amazon, Fnac, etc. Et le Ok. livre a été numéro 1 des ventes sur Super. Amazon pendant plusieurs semaines. Il l'a été encore dernièrement. Donc, je vous invite vraiment à vous précipiter parce qu'il risque d'y avoir une pénurie. C'est ce que m'a dit L'éditeur. l'éditeur. Il m'a Ok. dit, je vais réimprimer parce que... Bon, bah, moi, je le Alors, garde précieusement. c'est un grand plaisir pour moi de penser que des personnes vont enfin prendre soin de leur santé au travers des parasites Oui, de façon extrêmement simple et ils peuvent le faire grâce à la lecture de ce livre. tout à fait. Je vous remercie beaucoup, professeur Humbert. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Gère, merci.